Une cascade qui tourne à l'accident, c'est rare, mais ça arrive, la preuve. Aérodrome d'Ursel à 70 km de Bruxelles. Sur la piste, une voiture de course et un avion. Tout autour, des journalistes et des caméras, deux objectifs, filmer une cascade pour un téléfilm et présenter ce nouveau bolide à la presse. Dans le scénario, l'avion doit se poser en urgence devant la voiture. Une manœuvre assez simple qui n'a pas nécessité la présence de cascadeurs. Les répétitions ont bien fonctionné le matin et pourtant... Pour nous expliquer cet accident, nous avons retrouvé le pilote de la voiture, Stéphane De Groot. Tout se passe bien, j'attends que l'avion passe ma voiture. Je suis un peu surpris parce que je ne le vois pas passer, il va passer plus rapidement que ça. Et puis là, avec sa roue droite, il défonce le haillon arrière de ma voiture. À ce moment-là, je me demande un peu ce qui se passe parce que vous avez des ailes de part et d'autre de ma voiture. J'ai l'impression d'être dans la voiture de Fantomas. Il y a un bruit effroyable. Là, on était à 140 km/h. Et une fois que l'avion s'est désolidarisé de la voiture, moi je pars dans les champs pour éviter qu'il y ait un incident supplémentaire. Et heureusement, ça se termine avec plus de peur que de mal. Et pour mieux comprendre l'attitude de l'avion, nous avons soumis ces images à un as des as, Xavier Delaparent, champion du monde de voltige aérienne. A priori, je ne vois pas la gouverne de profondeur bouger. Et j'ai vu aussi les volets sortis là, dans l'image précédente, ce qui prouve que l'avion est en configuration de voler à basse vitesse. Donc là, il n'y a pas d'erreur de pilotage flagrante pour moi. L'avion tombe d'un coup. Alors ça peut être les rabattants dus aux arbres, c'est des vents descendants qui sont créés par les arbres. À ce moment-là, à partir du moment où il touche la voiture, je n'aurais rien fait de mieux parce qu'il y a juste à subir. L'avion est plus contrôlable. Il y a un système d'aspiration. C'est comme sur les Formule 1, quand vous avez deux voitures qui se suivent, la voiture de derrière profite de l'aspiration de la première pour se rapprocher de la voiture. C'est exactement la même chose. Ici, il y a un spoiler arrière qui provoque beaucoup de perturbations à l'arrière de la voiture. Et l'avion a été complètement aspiré par la voiture. Donc il était tout à fait déstabilisé. Et c'est vrai qu'il était peut-être un peu trop près de la voiture, mais il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de perturbations atmosphériques. Bilan pour la voiture, haillons et fenêtres explosés. Pour l'avion, hélice tordue, mais sur le plan humain, c'est un vrai miracle. Le premier risque là, c'est que l'avion se retourne. Parce que là, il touche de l'aile gauche, puis de l'aile droite. Et là, il aurait pu basculer comme ça. Donc les pilotes auraient pu être, écrasés. Et deux, l'essence aurait pu couler, ça aurait pu prendre feu quelque part. Quand je suis dans la voiture et que je me rends compte qu'il y a un vrai problème, j'ai pas très peur sous le coup parce que je me dis qu'il contrôle la situation. Par contre, après quelques heures, je me suis rendu compte que, vous voyez, entre les deux roues ici, il y a pas beaucoup d'écart. Il y a l'hélice qui est juste tout près aussi. Donc s'il s'était calé avec cette roue-là dans le haillon arrière de ma voiture, avec l'hélice, il faisait de la chair à pâté avec mon digne appendice. Donc c'est vrai que j'ai eu très peur rétrospectivement. Ce qui m'a sauvé aussi, c'est que je me suis trouvé dans une voiture de course avec une conduite à droite, au contraire des voitures de série qui sont en général des conduites à gauche. Pourquoi une conduite à droite? Eh bien parce que la majorité des circuits tournent à droite et qu'au niveau du transfert des masses, au niveau du comportement de la voiture, c'est beaucoup plus efficace d'avoir une conduite à droite qu'à gauche. Les deux pilotes ont eu beaucoup de chance. Ils n'ont été blessés ni l'un ni l'autre. Pourtant, l'hélice de l'avion a touché le sol et les conséquences auraient pu être dramatiques. Le lendemain, le tournage a repris, mais cette fois, l'avion n'a pas quitté la piste. Un tout petit bébé buffle perdu au milieu d'un énorme troupeau d'éléphants ou la dure loi de la nature. Au cours d'un safari, un caméraman a eu la chance de filmer cette scène hors du commun. Regardez bien, ce bébé buffle va bien malgré lui semer la panique dans un troupeau d'éléphants. Détail important, les pachydermes ont une très mauvaise vue. Ils ne font donc pas la différence entre un bébé et un adulte. Une simple odeur étrangère suffit à déclencher chez eux des réactions violentes et très dangereuses. Les buffles vivent en troupeaux de femelles assez lâches, il y a même quelques mâles en pourtour. À l'inverse, les éléphants, c'est un matriarcat, c'est-à-dire qu'il y a une grand-mère qui a en général 50-60 ans qui dirige, des mères, des filles, des cousines, et tout ça est bien tenu. Et là, hélas, le bébé buffle va rentrer dans ce troupeau hiérarchisé. Et ça va être là le problème. Parce qu'à partir du moment où il y a hiérarchie, il y a défense du territoire, et automatiquement, le bébé buffle va être considéré comme un importun. Pourquoi? Parce qu'il a 3-4 jours,
il ne marche pas comme les éléphants, il ne va pas téter comme les éléphants. Alors va arriver quelque chose de désagréable. Vous voyez, là, automatiquement, tout le monde prend le bébé comme un punching ball. C'est d'autant plus étonnant que les éléphants sont d'excellents parents. Les mères éléphantes, surtout, sont toujours auprès de leurs petits, toujours à les câliner. Elles s'entraident, elles font des crèches. Mais à partir du moment où il y a danger, il y a brutalité. Mais l'instinct maternel de la maman buffle prend le dessus. Elle fonce au milieu du troupeau pour sauver son petit en détresse. Elle n'hésite pas à braver la puissance extraordinaire des pachydermes pour aller rechercher son bébé. Et là, on va voir le grand courage de la femelle buffle. Parce que foncer comme ça sur ces animaux qui sont aussi gros, aussi terrifiants, elle y va quand même et elle ramène son petit. Elle va courir, elle, jusqu'à plus de 40 km/h. L'éléphant en fait 30, elle a toutes les chances de s'en sortir. Une antilope aurait probablement laissé son petit parce qu'elle n'aurait pas pu lutter très vite. Une lionne, à l'inverse, serait venue le défendre et se serait fait peut-être plus vite piétiner parce que finalement, les éléphants adultes peuvent arriver à combattre des lions. Nous avons rencontré le vicomte de la Panouse aux eaux de Thoiry. Cet amoureux des animaux a subi 14 attaques d'éléphants au cours de sa vie. Autant dire que les pachydermes, il les connaît par cœur. Il connaît leur gentillesse, mais aussi leur violente colère. Dans la scène, le petit buffle est un élément extérieur qui n'a rien à faire, qui peut bousculer un jeune, on l'attaque, on lui flanque une correction. Au milieu de troupeau, je pense qu'il y aurait eu un bébé humain ou un bébé de n'importe quoi. Enfin, ils ont dû sentir des petits menacés, donc elles ont réagi. Mais les éléphants ont voulu donner au petit buffle un simple avertissement. S'ils avaient voulu le tuer, ils s'y seraient sans doute pris autrement. Ils peuvent taper à coups de trompe. Enfin, c'est le piétinement, normalement. Ils vous bousculent, ils vous renversent et vous piétinent. Ce qui est intéressant dans les images que j'ai vues, c'est la maman buffle qui va attaquer les éléphants pour délivrer le petit. Ça, c'est formidable. Et les éléphants qui vont en définitive l'admettre, parce que si vraiment ils avaient voulu s'y opposer, mais la détermination est telle qu'ils reculent. Parce que c'est pas l'animal le plus fort qui gagne, c'est le plus motivé. Une belle preuve d'amour pour ce petit buffle qui ne se doutera jamais de la panique qu'il a provoquée chez ces géants, lui qui est si petit. Cette montagne est devenue la terreur des habitants de Bourdoisan. Car le 28 juin dernier, à 14h30, ce petit village de l'Isère a bien cru que le ciel lui tombait sur la tête. Oh, mais faut se tailler. Oh mon Dieu. On a vu des grands nuages, mais comme des monstres, on aurait dit des monstres qui venaient manger le village. J'ai pensé à un volcan, mais sans les flammes. On se voyait plus, on se voyait plus 1 mètre, on voyait même plus nos pieds. Sur le coup, on a entendu un grondement dans Bourdoisan, et puis après, on a vu un gros nuage, on s'est douté que c'était une partie de la montagne qui s'était effondrée. Effectivement, c'est la falaise de Presse-Gentil qui jouxte le village qui s'est littéralement effondrée. Plus de 100 000 mètres cubes de rochers, soit l'équivalent de 2500 camions de 35 tonnes, se sont détachés et ont dévalé en direction du village, rasant sur leur passage plusieurs hectares de forêt. Explication d'un géologue. Les blocs qui sont tombés étaient aussi gros, certains que des camions, d'autres, je dirais même que des petites maisons. Seulement ces blocs, en arrivant en bas, sont littéralement disloqués, et ce qui a créé cet énorme nuage de poussière. Pascal Paré est pompier, sa maison est l'une des plus exposées. Après avoir sauvé tout ce qu'il pouvait, et malgré l'angoisse, il a eu le réflexe de filmer ces images. Donc voilà, en fait, j'habite juste en dessous, à 10 mètres en dessous de la route. Et ici, le lieu du sinistre avec les taches marron d'où les blocs se sont détachés. Je n'ai pas pensé à fuir parce qu'il y avait mes proches qui habitaient ici. Donc la première chose, c'était de monter rapidement, le plus rapidement possible pour les sortir de là. C'est une fin du monde dans le sens où on voit rien, quoi. On ne sait pas ce qui va arriver sur nous. Dès qu'on voit le nuage, on est impuissant, on est peu de choses, quoi. Le site est désormais sous haute surveillance car il est comparable à un feuilleté de roches friables qui peuvent s'effondrer à tout moment. Jusque-là, les gros orages pouvaient expliquer le phénomène, mais les éboulements de juin dernier ont eu lieu sous un soleil radieux. Il faut chercher ailleurs l'explication qui vient en fait de très loin. Quand les glaciers ont creusé une vallée très profonde et ensuite ils ont disparu, eh bien les versants se sont retrouvés avec plus rien pour retenir les roches. Les versants ont donc gonflé, il y avait des fractures et la gravité a fini le reste. Donc les pans de montagne s'écroulent un petit peu partout dans les Alpes. C'est un phénomène tout à fait naturel. On pourrait prendre l'image d'une pomme de terre, vous la coupez en tranches horizontales, c'est la stratification. Vous coupez dans 2 directions perpendiculaires, vous créez ce que les géologues appellent la schistosité et les fractures. Et vous relâchez la main, votre pomme de terre s'écroule. Phénomène naturel donc, mais toutes les craintes n'ont pas pour autant disparu. Ces éboulements peuvent se reproduire demain, dans 1 an, dans 1 siècle.
Les professionnels de la montagne ont établi avec la préfecture un plan de sécurité et d'évacuation pour les 150 personnes les plus proches de Pré-Gentil. Ces chutes de blocs pourraient éventuellement donc créer quelques dommages sur Bourdoisan. À mon avis, il y a peu de risques qu'il y arrive, mais donc on a pris quand même des précautions au cas où. RTM, Restauration des terrains de montagne, a créé une grosse digue qui est capable d'arrêter quelques blocs et surtout de canaliser les laves torrentielles en cas de gros orages pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Mais une fois le choc passé et le gigantesque nuage de fumée dissipé, les habitants de Bourdoisan ont dû nettoyer les dégâts. La poussière provoquée par l'effondrement s'est déposée et infiltrée partout. On a retrouvé donc beaucoup de poussière aux alentours, dans tout le secteur. Et il y avait bien entre 1 et 2 cm par endroit, quoi. Et c'était vraiment de la suie. Les travaux entrepris pour la consolidation de la falaise et la protection du village se poursuivent. À Bourdoisan, on espère seulement que la montagne les laissera s'achever en paix. Un airbag qui explose à la tête d'un pompier, du jamais vu et pourtant. Un accident vient de se produire, les secours sont sur place, 2 personnes sont encore coincées à l'intérieur de leur véhicule. Les pompiers entreprennent de les dégager, mais en plein effort, ils vont eux-mêmes être victimes d'un accident imprévisible. Sans raison apparente, l'airbag côté passager se déclenche et vient percuter le visage de Tom Tribiche à une puissance égale à 300 km/h. Le pompier est littéralement assommé. Presque au même instant, l'airbag côté conducteur s'est lui aussi déclenché, blessant également le pompier qui se trouvait de ce côté. La scène paraît surréaliste, mais heureusement, malgré l'incroyable violence du choc, ni les pompiers ni les passagers de la voiture ne seront sérieusement blessés. Alors pourquoi ce système de protection, par ailleurs si efficace, s'est-il retourné contre les pompiers lors du sauvetage ? Les équipes de secours interviennent sur un véhicule qui a été impliqué dans un choc latéral portant sur la porte arrière. Les airbags frontaux n'ont pas déclenché, ce qui est normal. Avant d'opérer leurs opérations de désincarcération, ils n'ont pas coupé l'alimentation, la batterie du véhicule, et on voit les phares qui brûlent toujours. Et ce qui semble se passer, c'est que les opérations de désincarcération créent des chocs sur la structure du véhicule, qui sont interprétés par le système airbag comme étant un accident frontal, cette fois-ci, qui déclenche les airbags. Alors, qu'est-ce qu'on peut incriminer ? Je dirais manifestement un manque d'information des équipes de secours qui ont négligé de couper la batterie avant de commencer à manipuler le véhicule. Ce type d'effet pervers pour un système de sécurité a soulevé des polémiques récurrentes sur la fiabilité des airbags. Aussi continue-t-on jour après jour à travailler sur leur perfectionnement. Contrairement à ce que l'on croit, ce système de protection n'est pas nouveau. Il existe depuis 1971. Ces crash tests le prouvent. L'airbag avait alors été créé pour renforcer la ceinture de sécurité qui n'était pas obligatoire à l'époque. Ce n'est qu'en 1980, avec l'arrivée sur le marché de nouveaux matériaux et le développement des systèmes informatiques, que l'airbag devient vraiment performant. Mais au fait, comment ça marche un airbag ? Alors pour tenter d'expliquer comment fonctionne l'airbag, une petite reconstitution d'accident, dans laquelle on voit à quel point il est important de faire la différence entre un choc qui vaut la peine de mettre à feu l'airbag d'un autre qui n'en vaudrait pas la peine. Cette décision repose sur la capacité du boîtier électronique de faire la différence entre les 2 types de chocs. Et ça repose sur un capteur de choc qui est dans ce boîtier électronique. Une fois cette décision de mettre à feu prise par le boîtier électronique, elle est transmise au générateur de gaz, dont le gaz permet le déploiement de l'airbag dans le véhicule. Mais on n'arrête pas le progrès. Un quart de siècle après sa création, les ingénieurs ont fait de l'airbag un système de sécurité intelligent. Ils viennent même de mettre au point une toute nouvelle génération d'airbags. Vous voyez ici la voiture qui va arriver, qui va heurter sur le flanc, l'obstacle, partie molle de la voiture, mais aussi partie molle du corps humain. Et vous allez voir, l'airbag va protéger et le corps et la tête du conducteur. Même phénomène à l'arrière que l'on va voir ici, l'airbag latéral va se déclencher, l'airbag de tête aussi, protégeant complètement l'enfant. C'est le dernier cri en matière de sécurité de protection latérale, le window bag. De récentes campagnes publicitaires montrent à quel point le développement de ces nouveaux systèmes de protection est devenu une priorité pour les constructeurs. Mais ça ne suffit pas. Regardez bien, en cas de choc, l'enfant est littéralement projeté à l'avant du véhicule. Cette image nous prouve à quel point la ceinture de sécurité est importante. D'ailleurs, un airbag n'est efficace à 100% que si celle-ci est attachée. Mais ce type d'incident est toujours possible. Alors regardez encore une fois cette image et souvenez-vous, une voiture dont le contact n'est pas coupé peut toujours déclencher un airbag de manière intempestive.
En disputant le Grand Prix de France le 31 mai dernier, ce motard n'imaginait pas jouer les cascadeurs volants sur le circuit du Castellet. 500 cm3, la catégorie reine en moto. Au départ, l'élite des pilotes. Aux côtés des Biaggi, Douane et Bell, un petit nouveau, le numéro 25, Kagayama. Il est japonais et c'est sa première saison chez les professionnels. Ce sont les 25 meilleurs pilotes du monde qui se retrouvent sur des circuits. Ce sont des motos qui font pas loin de 200 chevaux pour 130 kg. Pour donner un exemple, la vitesse la plus rapide que peuvent atteindre ces motos, c'est 320 km/h à peu près. Autant dire que la course est interdite aux débutants. Pourtant, Kagayama va commettre une faute élémentaire. La sanction est immédiate. Lorsqu'on cherche la limite, on est souvent amené à la dépasser, cette limite, et à chuter. Donc le pilote chute parce qu'il a réaccéléré trop tôt et avec la moto trop penchée. Elle dérape de l'arrière. À ce moment-là, le pilote redresse sa moto pour éviter de partir en tête à queue. Mais malheureusement, là, elle reprend de l'adhérence parce qu'il a coupé les gaz et elle l'éjecte par-dessus. Voilà, c'est ici. On a vu le pilote partir en glissade, couper les gaz, redresser un peu la moto, et à ce moment-là, la moto raccroche, les suspensions s'enfoncent et l'éjectent. Erreur de pilotage flagrante donc, mais le numéro 25 va commettre une deuxième faute de novice des circuits. Et il atterrit bien, on le voit, sur les poignets, en avant, pour amortir sa chute. Ça, c'est l'erreur, parce qu'il faut au contraire essayer de se laisser aller et de surtout pas offrir de résistance. Il monte à 2-3 mètres de hauteur, il vole pendant une quinzaine de mètres, et puis après il roule pendant à peu près 50 mètres. S'en sortir avec seulement 2 poignets cassés, vu le côté spectaculaire de cette chute, c'est quasiment rien. Le pire pour lui, évidemment, aurait été de tomber sur la nuque et ça aurait pu lui casser la colonne vertébrale et provoquer une paralysie. On peut dire que c'est probablement grâce à ces air fence, d'ailleurs qui s'en sort assez bien, parce que si ça avait été les pneus, il serait fait beaucoup plus mal. Ce sont des protections qui sont installées tout le long du circuit, et qui permettent d'amortir la chute des pilotes. Ce sont des protections gonflables. C'est un mélange d'air comprimé et d'air ambiant. Et comme on le voit sur cette image, le pilote s'engloutit à l'intérieur et sa chute est largement amortie quand même. Dans ce cas-là, on pense à beaucoup de choses. On a peur, on est absolument stressé. On attend avec impatience l'arrêt parce qu'on sait que l'impact avec le sol va être dur. On sait que la moto qui est derrière ou qui peut monter en l'air aussi, on peut la recevoir sur soi. Donc on attend que tout soit terminé, que tout soit arrêté pour évaluer les dégâts. Mais de toute façon, c'est une chute qui fait peur. Au fait, existait-il un moyen d'éviter cette chute et de contrôler la moto? Quelquefois, on arrive à la récupérer. Et c'est toujours lorsqu'on arrive à finalement contrôler son instinct qui est de couper les gaz lorsque la moto part en travers. Il faut savoir rester toujours un peu accéléré pour contrôler ce genre de glissade. Mais il y a des fois où de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Évidemment, à 200 km/h de moyenne, la chute demeure le cauchemar de tous les pilotes. Tous, ou presque tous, ont déjà chuté, mais tous, ou presque tous, ont repris le guidon ensuite. Pendant toutes les années, les 15 années où j'ai couru en Grand Prix, j'ai été de temps en temps réveillé la nuit en sursaut par une vision que j'avais où je me voyais la moto partir d'un seul coup comme ça à l'accélération. Et hop, je m'apercevais que c'était heureusement qu'un mauvais rêve, mais c'était arrivé aussi et malheureusement en réalité. Kagayama, les 2 poignets brisés, est aujourd'hui en pleine rééducation. Il n'a pas encore repris pour le moment le chemin des circuits. L'arme fatale 1, 2, 3 ou 4 ou quel qu'en soit le numéro, c'est l'incarnation même du film d'action qui se déroule à 300 km/h et enchaîne les cascades en tout genre. Mais cette fois, sur le tournage de l'arme fatale 4, l'une des cascades a bien failli tourner au drame. Cette cascade est extrêmement dangereuse à réaliser et très effrayante. Dans L'Arme Fatale 4, Mel Gibson et Danny Glover doivent prendre un raccourci très dangereux en traversant à toute vitesse un étage d'immeuble entier. Cette cascade très impressionnante a été filmée dans un véritable immeuble de bureau à Long Beach. Regardez bien ces images. Le laveur de carreaux à droite de l'écran, c'est un cascadeur, Tony Snegoff. Il doit sauter à droite quand la voiture arrive, mais il réagit trop tard. Et la voiture le percute vraiment.
Quand on a fait la première prise, le laveur de carreaux à droite a sauté environ une demi-seconde trop tard et la voiture qui a surgi l'a heurté et l'a propulsé hors de l'échafaudage. Bien sûr, le câble de sécurité l'a rattrapé. Il s'est cassé 2 ou 3 côtes, mais à part ça, il n'a rien eu. Il a fallu 2 semaines et plus de 100 spécialistes pour mettre en place cette cascade qui ne dure que quelques secondes dans le film. Autre difficulté, au début de la séquence, le cascadeur devait accélérer à fond sur un praticable situé à 7 mètres du sol, puis décoller et foncer dans le mur à un endroit bien précis. Pourquoi la cible qu'il devait viser était aussi précise ? S'il se trompait dans sa vitesse en quittant la rampe, ne serait-ce que de quelques kilomètres/heure, il se serait fracassé soit contre le plancher de l'étage du dessus, soit contre le plafond de l'étage du dessous, où la voiture était décapitée ou elle s'écrasait sur le béton 3 étages plus bas. Les risques étaient nombreux, l'équipe de cascadeurs a visé la perfection dès la première prise. Il a donc été prévu de filmer la scène en couvrant tous les axes possibles. Nous avions 14 caméras pour ce plan, des caméras à l'intérieur, à l'extérieur et dans la voiture. Le plan où la voiture ressort de l'immeuble a également été assez délicat à réaliser. Le conducteur de la voiture a dû accélérer à fond, droit devant lui, pour passer à travers la vitre et plonger dans le vide. Il lui a fallu sans doute un certain courage. Mais le plus courageux dans cette histoire reste Tony Snegoff, le laveur de carreaux, qui a bien failli y laisser la vie. Non, ce n'est pas le making-of de Titanic. C'est la triste réalité. Ce cargo panaméen dérive dangereusement au large de Brest. Vendredi 3 septembre 1983, la tempête fait rage. Lido, un vieux cargo destiné à la casse, entame son dernier voyage pour rejoindre un chantier de démolition. À son bord, personne. Aucun membre d'équipage. Le vieux cargo a été jugé trop dangereux. Un câble le relie à un remorqueur, mais soudain, au large des côtes bretonnes, le câble casse sous la violence des vagues. Le cargo dérive alors dans une mer déchaînée, confronté à des creux de 10 mètres et à des vents soufflant à plus de 110 km/h. Immédiatement, l'alerte est donnée, il faut faire vite. À tout moment, le navire devenu incontrôlable risque de s'échouer sur le littoral. La Marine nationale décide d'envoyer sur place sa meilleure équipe d'intervention. Comme vous le voyez, la tempête fait rage au large de la Bretagne, comme il arrive souvent à cette époque de l'année. Devant le danger que représente cette coque abandonnée, qui flotte comme un bouchon et qui est ballottée par la tempête vers le littoral breton, le préfet maritime décide d'envoyer sur la zone le remorqueur Abeille Flandre, qui est armé d'un équipage de professionnels qui sont en alerte 365 jours par an, 24 heures sur 24, pour protéger le littoral breton. Très vite, un hélicoptère Super Frelon est envoyé sur place avec à son bord une équipe d'intervention. Au même moment, l'Abeille Flandre, remorqueur de la Marine nationale, arrive lui aussi sur les lieux. Le but, élitreiller des hommes sur le cargo en perdition et tenter de passer un câble entre les 2 bateaux pour reprendre le contrôle de la situation. Comme on le voit sur ces images, l'état de la mer, le tangage du bateau et la violence des vents rendent la manœuvre délicate et dangereuse. Le pilote a du mal à se stabiliser au-dessus de l'épave. Mais ces hommes sont des professionnels des situations extrêmes. On voit très bien sur la plage avant du cargo l'équipe d'intervention qui tente de passer une remorque entre le remorqueur Abeille Flandre et le cargo en difficulté. Malheureusement, 2 tentatives vont échouer et le préfet maritime, devant ce danger, va décider d'évacuer le personnel de ce cargo. Et l'hélicoptère revient et on le voit ici élitreiller les hommes dans des conditions très acrobatiques. Cet homme va toucher l'étrave du bateau. Heureusement, il s'en tirera bien avec un bras cassé. Le préfet maritime avait décidé cette évacuation, en particulier parce que le cargo était léger et ne présentait pas de danger de pollution pour le littoral breton. Les 2 tentatives de prise en remorque ont échoué. L'ordre est donné, les hommes quittent le navire. Avant de renoncer tout à fait, l'équipe d'intervention tente de mouiller une ancre pour empêcher le cargo de dériver. Mais rien n'y fait, la tempête a le dessus. C'est résigné que l'équipage regagne la côte. Tel un vaisseau fantôme, Lido dérive désormais au gré des éléments déchaînés qui le rabattent dangereusement vers la côte. Quelques heures plus tard, il s'échouera sur les côtes de Camaret-sur-Mer. Le commandant des pompiers se souvient. Alors le bateau, il est rentré dans cette crique là. Au bout d'une dizaine de minutes environ, il s'est mis en travers là. Et il est venu se fracasser contre les rochers en bas de cette falaise. Le vent était tellement violent qu'on pouvait même pas rester debout. On était obligé de s'allonger pour voir le bateau venir se fracasser. Pour vous dire un petit peu la hauteur des paquets de mer, les paquets de mer montaient, vous voyez les gens, vous apercevez les gens là-bas, ben, les paquets de mer montaient jusqu'à cet endroit-là. Donc c'était vraiment impressionnant. Pour accéder au cargo, il a donc fallu attendre que la tempête le permette.
quelques jours après, au moment que les éléments se sont calmés, ce qu'on a fait avec d'autres services, nous avons fait des reconnaissances à bord du bateau par la falaise ici, en descendant par la falaise. Et nous sommes aperçus que bien sûr il y avait encore du fioul à bord du bateau. Donc le souci c'était bien sûr d'empêcher de la pollution. Il fallait enlever ce fioul. Et donc une fois que le fioul récupéré, quelques mois après, il n'y a pas eu besoin d'enlever la ferraille. La mer a fait son travail. Et actuellement, au moment où je vous parle, le bateau, toute la ferraille, elle se trouve au fond de cette crique sous l'eau et on ne voit plus rien. 15 ans plus tard, rien ne reste de ce naufrage, si ce n'est un mauvais souvenir pour l'équipage de l'Abeille Flandre, qui a pris tous les risques pour empêcher l'échouage. Un tout petit échec comparé aux 700 sauvetages en mer que ces hommes effectuent chaque année. La finale d'une course de hors-bord aux États-Unis. Dernière ligne droite, les bateaux sont à plus de 120 km/h quand soudain... Au bord du lac, Tony Evans, la femme du pilote éjecté, est effondrée. À cette vitesse-là, l'eau, ça ne pardonne pas. En regardant la scène au ralenti, on peut imaginer la violence du choc. Heureusement, les secours interviennent tout de suite. Une ambulance arrive sur place pour transporter Paul Evans à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort. Il faut faire vite, très vite. Ils l'ont tiré jusqu'à moi, devant moi, au bord de l'eau. Il était complètement bleu. Il n'avait plus de pouls. Il ne respirait plus. Heureusement, Paul a survécu à ce terrible vol plané. Aujourd'hui, il a retrouvé le sourire. Quand j'ai lâché les commandes, tout ce dont je me rappelle, c'est que j'ai entendu une grande détonation. Et mon premier souvenir, c'est quand je me suis réveillé à l'hôpital. Je mourais d'envie de voir la cassette parce que je voulais savoir ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé, le moteur a calé et s'est enflammé si violemment que Paul a été projeté en l'air. Finalement, c'était un week-end excitant, même si quelque chose de terrible s'est produit. Et oui, Paul Evans est un inconditionnel et malgré son accident, il participe toujours à des courses de hors-bord. New York, au cœur de Manhattan, un jour de tempête. Le vent souffle si fort qu'un laveur de carreaux a été éjecté de sa nacelle. Impuissant, il se balance au-dessus du vide, au 20e étage d'une tour, à plus de 80 mètres du sol. La seule chose qui le raccroche encore à la vie, c'est la corde de sécurité qui le relie à la nacelle. Mais elle est trop longue et le vent est trop fort pour que l'homme puisse remonter seul. En cas de grand vent, il faut savoir qu'à partir de 45 km/h, normalement, on n'a pas le droit de monter sur les nacelles. Donc, tout bon laveur de vitre qui soit, il doit se renseigner avant sa prise de travail, il doit se renseigner sur la météo de la journée. Suspendu au bout de sa corde, l'homme commence à faiblir. Le vent risque à tout instant de le précipiter dans le vide. La corde suit le mouvement de la nacelle qui est violemment projetée contre les vitres de l'immeuble. La nacelle est arrivée directement sur la vitre et l'a brisée en 1000 morceaux. Elle a rebondi et ensuite s'est éloignée à plus de 20 mètres de l'immeuble. Puis elle a fait un autre demi-tour pour revenir face à cette fenêtre et enfin, elle s'est écrasée dans cette vitre. Tous les laveurs qui travaillent en hauteur ou qui travaillent à situation de risque doivent être équipés d'un harnais suivi d'une longe qui fait 1,50 m. On l'accroche à un endroit prévu sur la nacelle. Et au cas où on tombe, c'est-à-dire qu'on reste quand même accroché à la nacelle. Normalement, quand on travaille dans ce genre de travaux, il y a une personne qui balise entre guillemets le chantier. Et cette personne, elle sert aussi à intervenir en cas d'accident. Les secours tardent à arriver. Soudain, derrière une fenêtre, le laveur de carreaux aperçoit un homme qui lui fait des signes. Cet homme veut l'aider. Il va se balancer de toutes ses forces pour tenter de s'approcher le plus possible de la façade et va y parvenir. Voici le marteau avec lequel j'ai brisé le carreau. J'ai donné un grand coup au milieu et une partie de la vitre a explosé. J'ai dû frapper tout autour pour agrandir le trou. Et une fois que le trou a été assez grand, on a pu le faire passer doucement à l'intérieur. Le laveur de carreaux sera sauvé in extremis. Mais ces sauveteurs improvisés ne sont pas au bout de leur peine, car ils aperçoivent soudain un autre laveur de carreaux en difficulté. Il est resté accroché à l'extérieur de la nacelle et tente de pénétrer dans l'immeuble par l'une des fenêtres qui a été brisée sous le choc.
J'ai vu l'un des hommes sur l'échafaudage qui essayait de rentrer par le trou. Alors j'ai commencé par enlever des morceaux de vitre pour élargir le trou et j'ai aidé l'homme à entrer. Il était là, au milieu de mon bureau, sain et sauf, et puis il a disparu vers le hall. Celui qui dit qu'il n'y a pas peur, c'est immense. On a toujours peur. La peur, elle est en nous. C'est elle qui nous apprend à évaluer les risques. La meilleure façon de ne pas avoir peur à nouveau, c'est de refaire la même expérience. Nos 2 laveurs de carreaux, eux, n'ont pas pris la chose avec autant de philosophie. Ils ont juré qu'ils ne prendraient plus jamais de tels risques et depuis, ils ont changé de métier. Dans la vie, Erika et Roman Jitakova sont mari et femme, mais dans les airs, ils sont partenaires. Ils exécutent ici un numéro très difficile de sangles aériennes. Erika se balance, suspendue de tout son poids au seul coup de Roman. Mais soudain, une petite faute de Roman et c'est la chute. Heureusement, Erika n'a rien de cassé, juste un muscle froissé. En France, il n'y a qu'un seul couple capable de faire ce numéro. Ils s'appellent Eddie et Yolande Ringenbach, ils ont 27 et 13 ans et sont frères et sœurs. Pour plein les yeux, ils ont accepté de refaire le numéro et de nous expliquer les raisons de cet accident. Voilà ce qu'on appelle un numéro de sangle aérienne. Ces sangles aériennes, c'est ces 2 lanières qu'on voit ici, qui sont en matière synthétique, et qui nous permet de faire des figures. Cet exercice est quand même assez difficile parce que c'est la fille qui est suspendue au cou, donc il faut quand même une certaine force au cou pour pouvoir tenir la partenaire. On voit que les jambes, vous voyez, se lèvent beaucoup trop par rapport à la figure que c'est, parce que le porteur lui sert de contrepoids. Et là, on voit vraiment que les jambes se lèvent, et vu que la tête descend, eh ben, la sangle glisse. Dans ce cas de figure, je pense qu'il y a eu une mauvaise appréciation du tempo du numéro. Un manque de coordination entre les 2 partenaires. Roman a donc commis une faute. Démonstration avec Eddie et Yolande. Maintenant, on va faire l'exercice normalement comme il doit être fait. Alors, je me mets en place, elle passe la sangle autour du cou, et puis là, on commence à monter. Là, voilà. Hop. Vous voyez le contrepas là, de la partenaire, moi, c'est ce qui me permet de lever les jambes. Comme ça. Et vous voyez, si je lève encore plus les jambes, la sangle glisse. Là, et hop, tac. Mais les artistes pensent-ils aux accidents pendant leur numéro? Les accidents, on y pense toujours un peu, parce qu'on est toujours à la merci d'un accessoire qui casse ou... C'est toujours le problème. C'est pour ça qu'on vérifie toujours bien notre matériel et qu'on prend des précautions quand même. Autre élément important dans ce type de numéro, faire confiance à son partenaire. Je pense pas à l'accident avant le spectacle. Je pense pas qu'avec quelqu'un d'autre, je pourrais faire la même chose qu'avec mon frère. J'ai confiance à mon frère, j'aurais pas confiance à quelqu'un d'autre. Et si ça m'était arrivé l'accident, comme la fille, je pense que j'aurais recommencé tout de suite le numéro. Comme Yolande et Eddie, Roman et Erika Jitakova effectuaient ce numéro sans filet. Pas de filet parce que c'est un exercice de sangle. Si on aurait un filet, on ne pourrait pas monter et descendre. Il fallait des figures aussi à terre. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas s'attacher et ni avoir de filet. Yolande est encore toute petite et frêle à côté de son grand frère. Mais Eddie est entraîné et ils pourront continuer ce numéro même lorsqu'elle sera adulte. Entre eux, la question de confiance ne se posera donc jamais. Contrairement aux apparences, ce requin n'est pas mort, et s'il est toujours en vie, il le doit à ses 2 plongeurs. Ce n'est pas un requin factice, ni un décor artificiel. Normal, ce n'est pas du cinéma. Ici, les dents de la mer sont grandeur nature. Appareil photo et caméra au point, Ron et Valérie Taylor sont certainement les plus grands spécialistes de documentaires consacrés au squal. Ce jour-là, à l'abri dans une cage de fer, ils descendent filmer un requin blanc. Un grand requin blanc de 3 mètres va exercer sur une seule dent une pression de 3 tonnes au centimètre carré. En comparaison, un homme de 70 kg va exercer sur une seule dent une pression de 220 kg au centimètre carré. Ça donne bien la dimension de la fulgurante attaque et de la violence d'une attaque d'un grand requin blanc. Un grand requin blanc qui va faire 3 ou 4 mètres va être capable de couper un homme en 2. La force d'un grand requin blanc qui se précipite sur une proie, ça correspond à une masse de 2 automobiles qui font sur un être humain. Et se précipiter sur une proie, en l'occurrence cette cage de fer, c'est ce que fait systématiquement ce type de requin né pour tuer. Le requin blanc
attaque systématiquement la cage parce que pour lui, c'est un élément extérieur à son territoire. Il y a une intrusion sur ce territoire et il veut savoir ce que c'est. Il va goûter sa proie. Le requin attaque et attaque encore. À l'intérieur de la cage, on filme tout en s'accrochant. Subitement, c'est l'accident, mais pas celui qu'on imagine. Le requin arriva au-dessus du câble et sentit que quelque chose frottait sur son estomac. Il donna un coup de rein et s'en mêla tout seul. Et bien sûr, lorsqu'il fut prisonnier, il devint fou. Il n'arrêtait pas de se débattre et tirait sur la cage dans laquelle Valérie et moi étions brinque-ballés. Il y a un double danger. Gros danger pour les plongeurs, puisque la masse de ce requin qui se débat risque d'entraîner la cage dans les profondeurs. Et gros danger également pour le requin, qui de toute façon ne pourra pas rester sans respirer. Et un requin qui ne nage pas, automatiquement, c'est l'asphyxie pour lui. L'asphyxie est donc la mort. Il y a urgence. Ron et Valérie vont prendre la décision très risquée de le sauver. Nous avons réalisé que si nous ne l'aidions pas, il allait finir par mourir. L'animal est en danger de mort et les photographes qui pourraient en profiter pour se sauver parce qu'ils ont subi un sérieux traumatisme, au moins émotionnel, eh bien, redescendent, sortent de la cage et vont essayer de sauver le requin au mépris d'un danger mortel. En effet, à n'importe quel moment, le requin peut avoir un réflexe de survie ou peut-être simplement joue-t-il un petit peu le rôle de l'animal mourant qui n'attend qu'une chose, c'est que le plongeur soit à proximité pour le happer. Mais là, pas de comédie. Le requin est bien à l'agonie. Ron et Valérie décident donc de remorquer la bête jusqu'à des eaux moins profondes. L'objectif est simple, ramener le squale à la vie, mais c'est au péril de la leur. Le seul moyen maintenant, ça va être de le réanimer, comme on le voit sur ces images-là, avec là aussi une séquence excessivement dangereuse pour le plongeur, puisque le requin peut repartir à n'importe quel moment, soit par un coup de queue, soit par un coup de gueule. Mais ni coup de queue, ni coup de gueule. Grâce au plongeur, le requin va revenir à la vie et repartir doucement dans les eaux australiennes. Nous l'avons ensuite poussé vers des eaux plus profondes. Et nous étions fous de joie de le voir revivre. C'est une grande sensation de sauver un requin qui était si proche de la mort et de le voir nager à nouveau avec tant d'énergie. On peut parler de miracles, même, je dirais, de deux miracles. Le premier, c'est évidemment pour les plongeurs et photographes qui sont passés bien près d'une mort certaine quand on les voit manipuler à tel point ou aussi près un animal d'une telle férocité. Et deuxième miracle, encore plus fou, c'est d'avoir pu réanimer un requin de 4 mètres qui était manifestement mal en point. Ceci dit, il est illusoire de vouloir faire ami-ami avec un requin. Un requin, ça ne s'apprivoise pas. Pourtant, Ron et Valérie n'oublieront jamais les moments qu'ils ont vécus ce jour-là. Ce tout petit bébé est un gorille et c'est une fille. Elle s'appelle Armani et est venue au monde aux célèbres zoos de San Diego. Malheureusement, elle est née prématurément, ne pesait qu'1 kilo à la naissance et était 2 fois moins grande qu'un nouveau-né gorille normal. Elle a donc été rejetée par sa mère. Mais la petite orpheline a trouvé chez ses soigneurs une famille d'adoption idéale. Elle était dans un état très critique lorsque nous avons pu enfin l'approcher au bout de 72 heures. Dans la nature, elle n'aurait pas survécu. Elle serait morte, c'est sûr. Pendant 3 mois, c'est en véritable petite star, mais sous bonne garde, qu'Armani a grandi. Adorée des vétérinaires et des aides-soignantes, elle a bénéficié de soins attentifs et intensifs et est vite devenue leur mascotte. Mais tous savaient qu'un jour, il faudrait qu'elle retrouve les siens. Le moment est venu de présenter Armani au reste de son clan. Mais la première confrontation a lieu derrière une vitre de protection. D'emblée, Armani semble attirer l'une des femelles du groupe. Et d'ailleurs, comment résister à ses beaux yeux ? Elle s'attarde en observant consciencieusement le bébé gorille. Armani parviendra-t-elle à faire la conquête d'une nouvelle maman ? Eh bien oui, car ce que vous voyez là, c'est Armani en personne dans les bras de sa mère adoptive. Il leur a suffi d'un regard pour déclencher le coup de foudre. Et aujourd'hui, Armani, comme tous les autres bébés gorilles, vit heureuse et connaît l'amour d'une maman gorille. Un accident de la route vient de se produire. 2 personnes sont coincées à l'intérieur de ce camping-car en feu. D'un instant à l'autre, tout peut exploser. Immédiatement, des automobilistes se précipitent pour porter secours aux victimes qui ne donnent aucun signe de vie. Devant l'ampleur des dégâts, les volontaires craignent le pire. Le feu a provoqué un court-circuit dans le klaxon qui n'arrête pas de sonner.
Personne n'ose entrer dans la carcasse en feu car il y a un risque d'explosion. Personne sauf lui. Lui, c'est Kevin Fitzgerald. Il va faire preuve d'un courage héroïque et va tout tenter pour sauver les victimes. Comme les secours tardent à arriver, Kevin commence le sauvetage. Il faut absolument sortir les victimes de cette bombe à retardement. Aidé par 2 fermiers amiches, Kevin décoince la porte du véhicule et s'engouffre à l'intérieur, pendant qu'un autre tente, lui, de maîtriser le feu qui se propage à l'avant du véhicule. Tous redoutent l'explosion et restent à l'écart, sauf Kevin qui a beaucoup de mal à extraire la victime de la tôle froissée. Enfin, après de nombreux efforts, il réussit à l'extirper de la cabine. C'est une femme, elle est inconsciente mais vivante. Pendant que d'autres volontaires l'emmènent loin du camping-car, Kevin repart sauver son mari, toujours coincé derrière le volant. Nous nous sommes retournés vers lui. C'était terrible. Il avait les jambes complètement en feu. Nous ne savions pas s'il allait s'en sortir ou pas. Pour le sauver, Kevin a dû trancher la ceinture de sécurité qui le maintenait prisonnier. Sérieusement brûlé aux jambes, l'homme est dans un état critique. Le feu s'était propagé à l'intérieur. Il était en feu jusqu'à la taille. Entre-temps, les secours sont enfin arrivés. Les policiers prennent le relais et mettent en place un plan d'évacuation. Un hélicoptère est appelé en urgence pour transporter l'homme à l'hôpital, car même s'il n'est pas en danger de mort, il a besoin de soins intensifs. Sa femme, moins gravement atteinte, va le suivre en ambulance. Les pompiers sont également sur place et les lances à incendie remplacent les petits extincteurs de ces volontaires hors du commun. Au bout de quelques minutes, l'incendie est maîtrisé et le sauvetage terminé. Un sauvetage collectif dirigé par un homme, Kevin Fitzgerald, qui au mépris du danger a sauvé 2 vies. Aujourd'hui, l'homme et la femme se sont totalement remis de leurs blessures. Ils ne sont pas prêts d'oublier le geste de Kevin. Xavier, un petit garçon de 3 ans, s'amusait dans le jardin de sa tante quand il est tombé dans cette canalisation. Seul, il n'a aucune chance de s'en sortir. Comment faire pour le sauver ? Tous les sauveteurs de la petite ville de Visalia sont présents. Ils ont même fait appel à un spécialiste des puits. Randy Whitten, c'est son nom, travaille en effet avec une caméra à infrarouge qui permet de voir dans le noir et qui peut s'engouffrer dans des canalisations très étroites. Sans perdre une minute, les secours descendent la caméra dans le puits. L'objectif, localiser Xavier le plus vite possible. Cette caméra ultra sophistiquée sert normalement à vérifier l'état des parois et à mesurer la profondeur des canalisations. Aujourd'hui, elle va peut-être sauver une vie. Les pompiers suivent toute l'opération sur un écran de contrôle. La descente leur paraît interminable. 2, 3, 4 mètres, toujours pas de signe de vie du petit garçon. Autour, la famille, les voisins, tout le monde retient son souffle. Tous pensent au petit Xavier, coincé depuis plus d'1 heure dans ce minuscule trou noir. À chaque mètre, ils prient pour qu'il ne soit pas trop tard. Soudain, à une profondeur de 7 mètres, la caméra aperçoit une petite main qui bouge. Xavier est en vie, c'est un miracle. Les pompiers le rassurent et lui expliquent qu'il doit glisser son bras dans la sangle fixée à la caméra. Le but, remonter Xavier tout doucement par le bras. C'est la seule solution. Mais il y a un risque. La canalisation mesure 30 mètres de profondeur. Si la sangle glisse, c'est la catastrophe. Est-ce que je pensais qu'il allait s'en sortir? Non, pas vraiment. Xavier me disait, entre cris et larmes, qu'il voulait sa mère et son père. Sous les cris et les applaudissements de la foule, la frimousse du petit Xavier apparaît enfin à la lumière du jour. Il est sauvé. Encore sous le choc, il n'arrête pas de crier. Il est tout sale, mais miraculeusement, il ne souffre d'aucune blessure. Sa maman le serre très fort contre son cœur. Après 2 longues heures d'angoisse, elle a enfin retrouvé son petit garçon. Aujourd'hui, Xavier a grandi et il voit toujours celui qui lui a sauvé la vie. Ils sont même devenus très copains. Comme son héros, Xavier veut devenir pompier quand il sera grand. Maintenant, chez ma tante, je m'amuse juste à chasser les lapins et je joue avec le chien. Lorsqu'il rend visite à sa tante, Xavier n'explore plus les canalisations. Et même si aujourd'hui son expédition n'est plus qu'un mauvais souvenir, il n'oubliera jamais le travail formidable de son ami pompier. Un enfant de 9 ans qui dirige un orchestre symphonique du jamais vu ou presque. Nous
sommes en 1950. Un petit Italien de 9 ans éblouit la scène parisienne en dirigeant l'orchestre des concerts L'Amoureux, un orchestre symphonique d'une centaine de musiciens. Son nom, Pierino, c'est-à-dire Petit Pierre Gamba. Mais Petit Pierre a beau porter des culottes courtes, il l'impressionne par son savoir-faire et son autorité. Regardez-le bien au travail, il sait se faire respecter. Tutte le volte che riprende il tema, sempre in due. Quant à sa maîtrise technique, elle étonne même les grands chefs. Je trouve éblouissante de voir un jeune qui peut diriger comme ça. Même je connais beaucoup des adultes qui ne peuvent pas faire ça. Donc c'est tout à fait étonnant de voir une jeune personne capable de gérer au moins tout le côté technique de chef d'orchestre. Il a déjà maîtrisé des choses de base. Et ça, c'est très impressionnant. Côté technique, justement, regardez bien les mains. Pour faire naître l'harmonie, chacune joue son rôle. La main droite indique le rythme, elle indique le mouvement, elle indique la vie. La main gauche, elle indique aussi la vie, mais la vie, je dirais, poétique. C'est la main du cœur, elle indique les nuances, elle indique les phrasés, elle indique un certain nombre de couleurs que l'on doit mettre dans la musique. Évidemment, dans le premier mouvement, on doit battre rythmiquement. Mais vous pouvez en même temps indiquer un phrasé avec le bout des doigts, une couleur. Alors cet enfant a des bons gestes. Il a quelques très bons gestes pour ce qu'exige la musique à cet endroit-là. On sent qu'il a été au concert, qu'il a regardé, qu'il a eu un bon professeur, qu'il a écouté. Il a une bonne position. Autre sujet d'étonnement, le choix de l'œuvre, la 5e symphonie de Beethoven. La 5e de Beethoven, naturellement, c'est une classique qui est connue par tout le monde, mais de l'autre côté, c'est extrêmement difficile et le premier mouvement est redoutable. C'est une vraie épreuve pour un chef. Donc, c'est encore une fois plus impressionnant de voir qu'il peut naviguer bien et c'est très difficile à jouer bien ensemble. Il y a une grande qualité, c'est une grande détermination. On sent qu'il a envie d'obtenir ce qu'il a dans la tête. Alors c'est ça ce qu'un chef d'orchestre doit immédiatement donner comme sentiment au musicien. C'est qu'il sait ce qu'il veut, qu'il sait pourquoi il le veut, et qu'éventuellement il est capable de légitimer ses choix. Il a toute l'apparence d'un vrai chef, mais comment voulez-vous qu'on puisse faire croire aux gens et leur laisser croire qu'être chef d'orchestre, c'est se placer devant un orchestre et faire les gestes, même s'ils sont bons, qui conviennent. La musique, ça vient de l'intérieur de soi-même. C'est une pensée qui est forgée dans une étude profonde, dans un sentiment, dans une intuition, dans une analyse. Et je doute qu'il puisse faire ce travail à cet âge-là. J'ai l'impression d'un numéro formidable d'imitation, très au point. Vous pouvez montrer que vous avez du talent à 20 ans. Vous pouvez même faire des choses splendides à tout âge. Ça, c'est possible. Mais pour être un grand chef, il faut une très longue gestation de décennies. C'est un travail qui dure toute la vie. Et même si vous aviez 5 vies, ça durera 5 vies. C'est jamais fini. Devenu adulte, Piero Gamba a souvent dirigé l'Orchestre symphonique de Londres, puis on a perdu sa trace. Les enfants prodiges ne font malheureusement pas toujours de grandes carrières. Premier saut à l'élastique pour Marty Hatch, mais soudain... Nous sommes à Saint-Louis, dans le Missouri. Et pour Marty Hatch, la journée, qui avait plutôt bien commencé, va tourner au cauchemar. Sur ce site, des centaines de personnes viennent admirer ou expérimenter le saut à l'élastique. Marty, confiant, monte au sommet de la grue et se jette dans le vide. Il saute, voilà. Là, l'élastique se tend et hop, il s'est tendu. On voit tout de suite que la corde, certainement, qui tenait l'élastique, a dû lâcher.
Alors ça, on peut expliquer ça par deux manières. Soit la corde qui servait donc au point d'ancrage de l'élastique s'est rompue ou a cassé, soit elle était mal attachée et effectivement elle s'est détachée. Durant le saut qu'on a pu voir sur la cassette vidéo, visiblement l'élastique était attaché par une seule corde. Cette corde noire là, qui est là, ici elle a fonction uniquement de descendre le sauteur après son saut. Mais ce n'est pas cette corde qui supporte le choc du saut. C'est ces deux sangles vertes qui sont attachées sur ces deux crochets-là qui, en fait, prennent tout le choc. Ici, 1, 2, 3 sécurités. On espère un bon coup et on y va. 3, 2, 1, go! Allez, pousse! Marty Hatch, lui, n'a pas bénéficié de 3 sécurités. Heureusement pour lui, la compagnie de saut avait en quelque sorte assuré ses arrières. Au pied de la grue, un immense airbag. Le matelas, en fait, c'est un grand tissu alvéolé dans lequel circulent des courants d'air. Donc, si vous voulez, quand la personne tombe sur le matelas, les alvéoles font que c'est cloisonné, donc le matelas ne s'écrase pas. Ça ralentit la chute progressivement. Heureusement, le poids de l'élastique a ramené les jambes de Marty vers le bas. Il n'est donc pas tombé sur la tête. Immédiatement après la chute, les secours se précipitent pour conduire le blessé à l'hôpital. Je me souviens m'être réveillé, je voyais tout blanc. Et puis lentement, j'ai commencé à distinguer des couleurs, des formes. Et je me souviens avoir pensé, je suis vivant. Merci mon Dieu. En France, depuis 10 ans, une réglementation très stricte régit les normes de sécurité sur les sites de saut. Les élastiques, par exemple, ne peuvent pas casser. C'est à peu près fait avec entre 1500 et 2000 fils qui sont tressés les uns aux autres. Donc la sécurité dedans, elle vient de l'assemblage de ces multifibres. 3, 2, 1, go! Allez, pousse! Mais quelles sont les règles précisément? Le matériel travaille 10 fois moins que ce que la norme admet pour son travail normal. On va dire par exemple qu'une sangle va prendre 300 kg alors qu'elle peut tenir 3000 kg. Donc on est très large en sécurité. Et 3, allez, pousse! Mais même en étant sûr de son matériel, ça reste très impressionnant. Ça fait peur aux gens, c'est vrai, parce qu'il y a des hauteurs qui sont très importantes. Ils sont reliés à un câble élastique et ils tombent dans le vide. Ça fait peur aux gens. Mais on ne peut pas dire que c'est une activité à risque, pas du tout. Marty Hatch fait donc partie du rare pourcentage d'accidentés. Heureusement, il s'est totalement remis de sa chute. À la suite d'une procédure judiciaire, il a reçu 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Ça, c'est le pont de River George, en Virginie-Occidentale. Du haut de ses 267 mètres, c'est le deuxième plus grand pont suspendu au monde. C'est aussi le paradis des sauteurs à l'élastique. En 1992, Chris Alum, que vous voyez là, a battu le record du monde de saut à l'élastique avec un saut de 250 mètres. Aujourd'hui, il revient avec un défi encore plus fou, un saut à l'élastique à 7. Je pense qu'il est certain que personne d'autre n'essaiera de faire un saut d'une telle ampleur. Plusieurs personnes qui sautent ensemble, c'est un peu pousser les limites. Il a fallu 1 an pour préparer ce record. Chris et ses collaborateurs ont dû fabriquer une nacelle conçue pour accueillir 7 personnes. Les élastiques peuvent résister à un poids supérieur à 770 kg. Là, c'est le grand jour. Plus de 150 000 personnes se sont amassées sur le pont et aux alentours. Les caméras tournent et elles ont été disposées aux meilleurs endroits. Les assistants commencent à sortir le matériel et vérifient chaque détail. Le but, garantir une sécurité maximale. Enfin, les sauteurs prennent place dans la nacelle. Accrochez-vous les gars! Ça y est, les attaches sont enlevées, le panier va basculer, mais soudain, c'est le drame. L'homme souffre le martyre. Une attache ne s'est pas décrochée. Sa peau est coincée entre l'attache et l'un des barreaux de la nacelle. À lui seul, sur quelques centimètres de peau, il retient le poids de la nacelle et de ses 7 occupants. Il faut agir et vite. Enlève l'attache! Tu veux vraiment? Oui, vas-y! C'est leur seule chance, mais il y a un risque. Le panier peut se renverser du mauvais côté et comme ses occupants ne sont pas attachés, ils peuvent tomber dans le vide. L'homme le plus proche essaie de défaire l'attache. Où est le couteau, Chris?
Là, coupe la corde, vite. Vite, vite, il a vraiment très mal. Tiens bon. Chris lui tend son couteau. Ce geste va les tuer ou leur sauver la vie. Sous la nacelle, 250 mètres de vide. Tout le monde retient son souffle. Ça y est, c'est parti. Ouf, ils sont sauvés. Malgré un départ chaotique, le panier s'est replacé dans sa position initiale. 250 mètres, le record est battu, c'est gagné, ils ont réussi leur pari. La foule acclame et applaudit ces sportifs de l'extrême. L'homme qui était coincé s'en tire avec une belle brûlure, mais sa joie lui fait presque oublier sa peine. Soulagé, il tient à remercier ses amis. Oh, je vous aime, les gars. Pour fêter ça, le seul qui est un parachute décide de sauter à l'eau. Et oui, on est sportif, on ne l'est pas. Des milliers de gens se rendent chaque année aux meetings aériens. Tous viennent ici pour assister à un spectacle renversant. Mais personne n'aurait pu imaginer que ce jour-là, l'étonnement se transformerait en sueur froide. Nous sommes au Salon du Bourget en 1989. Ce salon aéronautique représente pour tous les constructeurs la plus prestigieuse occasion de montrer les performances de leur nouveau matériel. Lorsque le MiG-29 russe apparaît, le spectacle est à son apogée. Depuis la fin de la guerre froide, c'est la première fois qu'il évolue officiellement dans le ciel occidental. Mais en quelques secondes, au milieu d'une figure, sous les yeux des spectateurs, le MiG pique du nez irrémédiablement. Grâce à ces images infrarouges, une commission d'enquête a pu établir que l'extinction du moteur avait été provoquée par l'aspiration d'un oiseau dans le réacteur. Jean-Marie Saget était présent lors de l'accident. Il est certain qu'un oiseau, surtout un gros oiseau, et surtout à grande vitesse, peut très bien amener la rupture d'une aube du moteur, et ce qui entraîne sa destruction. Par miracle, le pilote s'en sort vivant. Il faisait chaud ce jour-là. Il y avait des oiseaux qui volaient autour de la piste. Un jour d'été comme beaucoup d'autres. Tout se déroulait comme prévu, toutes les figures s'enchaînaient en accord parfait avec le plan de vol. Mais au moment où il fait un passage à basse altitude, un des moteurs s'arrête. Quand j'ai essayé d'augmenter les gaz, tous les témoins du tableau de bord et les alarmes se sont allumés et le nez de l'avion a basculé. Le bimoteur perd rapidement de l'altitude. Il vole trop bas pour pouvoir terminer sa figure avec un seul moteur. À ce moment, l'appareil est juste au-dessus de la foule. C'est là que la situation est devenue compliquée. Bien sûr, je voulais survivre, mais je ne pouvais pas m'éjecter et laisser l'avion s'écraser sans me préoccuper de ce qui arriverait à tous ces gens là, juste en bas. C'est pour préserver la foule que le pilote choisit de rester le plus tard possible aux commandes de son avion. Il risque sa vie et il le sait, au dernier moment, il s'éjecte. C'était un sentiment étrange. Tout était tellement silencieux. Une impression de tranquillité, même au moment où j'ai vu l'avion se cracher et où j'ai rejoint le sol à toute vitesse. Là, le pilote vient de s'éjecter parce qu'il n'avait plus rien d'autre à faire. Il s'éjecte vraiment au dernier moment puisque son parachute était à peine ouvert au moment où il s'est posé. D'ailleurs, on peut être inquiet pour sa survie. Pourtant, Anatoly Tvortchour est bien vivant. Et s'il peut dès le lendemain raconter son expérience lors d'une conférence de presse, c'est grâce aux performances des sièges éjectables. Vous avez devant vous le siège du Mirage 2000, fabriqué en France par Hispano-Suiza. C'est un système dont la propulsion est totalement autonome. Lorsque le pilote tire sur la poignée d'éjection pour initier le départ du siège, son corps est plaqué contre le dossier du siège pour éviter les charges énormes provoquées par la catapulte qui va sortir le pilote et le siège du cockpit en perdition. Puis son parachute personnel se déploie et il se retrouve sous son parachute comme n'importe quel parachutiste. Le tout en moins de 3 secondes. La mise au point des sièges éjectables nécessite de nombreux essais effectués sur des rampes de lancement spéciales. Quand le pilote déclenche l'éjection, de mini-explosions font éclater le cockpit et une sorte de bombe agit comme une fusée et propulse le siège et le pilote à plus de 100 mètres de l'avion. Le pilote encaisse alors 15 G, soit une poussée équivalente à 15 fois son propre poids, mais pendant quelques centièmes de seconde seulement, ce qui permet à l'organisme de résister au choc. Ce type de crash illustre le risque majeur pour le public lors d'un salon aéronautique, puisque après éjection d'urgence des pilotes, les appareils ne sont plus dirigés, ils vont sortir de leur aire d'évolution pour aller s'écraser au sol
soit en zone d'exposition, soit pire, directement sur le public. Pour faire face à ce type de catastrophe, nous déployons des secours importants sur le terrain pendant toute la durée du salon. Nous avons par exemple la capacité en moyens médicaux de traiter, si la catastrophe devait survenir, environ 300 victimes graves à l'heure. Et de plus, nous avons à proximité de la zone aéroport des renforts prêts à intervenir immédiatement. Même si le risque zéro n'existe pas, les mesures de prévention mises en place pendant les salons aéronautiques assurent au public un haut niveau de sécurité. Les spectateurs présents ce jour-là en seront quittes pour la peur, mais ils n'oublieront jamais la démonstration du MiG-29. Vous l'avez reconnu, et oui, l'homme que vous voyez là en plein vol, c'est Monsieur George Bush, l'ancien président des États-Unis. Ces hommes en noir, ce sont les Golden Knights, l'élite des parachutistes de l'armée américaine. La chute libre n'a aucun secret pour eux. Leur routine, c'est ça, enchaîner les figures les plus sophistiquées. Mais aujourd'hui, un étudiant de 74 ans va leur voler la vedette. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comme n'importe quel autre élève, George Bush doit suivre une formation pour préparer son saut. Il doit aussi se familiariser avec l'équipement. Les instructeurs ont 4 heures pour lui apprendre les rudiments du parachutisme. Et tout ça dans la bonne humeur. En bas, en arrière. Pas mal, Monsieur Bush. Maintenant, un peu de théorie. En l'air, j'ai 3 photographes. Je serai sur la droite, Tom sera au centre et Joe sur la gauche. Bien entendu, on se devait d'immortaliser le saut en parachute de l'ancien président des États-Unis. Pour l'occasion, le matériel est très sophistiqué. Nous voulons faire des prises de vue cinématographiques et nous n'avons que 60 secondes. Si je vole au-dessus de lui et que je le cadre bien dans le cercle du viseur, j'aurai une prise de vue parfaite. Vous regardez, attrapez, tirez. Et si vous oubliez de regarder et que vous tirez, il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. Le patron vous donne un blâme. En élève modèle, Monsieur Bush se plie à tous les exercices. En réalité, George Bush n'en est pas à son coup d'essai. Ce que vous voyez là, ce sont des images d'archives de la Navy et c'est surtout le sauvetage de George Bush lors de la Seconde Guerre mondiale. Il était à l'époque tout jeune aviateur et son avion avait été touché par les Japonais au-dessus du Pacifique. Le lieutenant Bush avait dû s'extirper de son avion et sauter en parachute. Malgré cet épisode dramatique de sa vie, George Bush a toujours eu envie de sauter à nouveau. Et apparemment, il a gardé de bons réflexes. Tête en avant, c'est ça? Oui, monsieur, c'est ça. C'est parce que je l'ai lu. Leur H est arrivé. Barbara Bush est bien sûr présente et encourage son mari. Le petit groupe de parachutistes prend place dans l'avion. Ils vont sauter à 3700 mètres d'altitude au-dessus du désert de l'Arizona. En attendant le grand saut, George Bush admire le paysage. Il semble très confiant. En vrai gentleman, l'ancien président des États-Unis décide de sauter au niveau de la porte arrière de l'avion et non pas par l'aile droite ou gauche, comme c'est normalement prévu pour les débutants. Dernière consigne, premier cliché avant la chute libre, George Bush répète les mouvements appris dans la matinée. Équipier gauche, équipier droit, pilote, on y va! Aïe, les instructeurs lui ont tout dit, sauf de baisser la tête avant de sauter. N'oublions pas que Monsieur Bush est un grand homme. Heureusement, le casque a amorti le choc. C'est parti pour 60 secondes d'extase. Encadré par ses anges gardiens, Monsieur George Bush chute à 260 km/h et semble y prendre un réel plaisir. Cette fois, la séance photo peut commencer. En vrai professionnel, George Bush se montre souriant et détendu. Des images inédites qui feront le tour du monde. Le sol se rapproche, il est temps d'ouvrir son parachute. Dernière étape de ce saut que Monsieur Bush exécute en solitaire. À 74 ans, l'ancien président des États-Unis ne recule devant rien. Au sol, le comité d'accueil est prêt à le réceptionner. Barbara, souriante, rejoint son héros plutôt satisfait de sa prestation. George Bush a gagné son pari. À 74 ans, il prouve qu'on peut encore relever des défis.
Le triathlon, un sport méconnu qui sera pour la première fois discipline olympique aux Jeux de Sydney en l'an 2000. Le triathlon, un sport particulièrement complet, découpé en 3 épreuves, natation, cyclisme et course à pied. Un sport particulièrement exigeant qui demande aux athlètes une polyvalence extrême. Au départ, des centaines de concurrents, très peu franchissent la ligne d'arrivée. Nous voici en Argentine, vous regardez l'un des meilleurs triathlètes du monde. Son nom est Christian Bustos, une star dans sa catégorie. Après avoir nagé 3 km 200, ce Chilien de 30 ans enfourche son vélo pour une course épuisante de 160 km. À la seconde place et prêt pour un finish difficile, Christian est suivi par des voitures remplies de fans. Mais soudain, l'une des voitures s'approche trop près. Christian est littéralement avalé par le véhicule. Là, le 4x4, il n'a rien à faire ici. En plus, il est beaucoup trop près de l'athlète. Apparemment, Christian Bustos ne l'avait pas vu sur sa route. Et avec un manque de vigilance du chauffeur, Christian Bustos est passé sous le véhicule. Il a eu de la chance parce que c'était un 4x4. Maintenant, ça aurait été un véhicule normal, peut-être qu'il n'aurait pas survécu à cet accident. Car heureusement, Christian Bustos s'en est sorti. Grièvement blessé à l'épaule, au bras et brûlé par l'asphalte, il sera immédiatement conduit à l'hôpital où il restera plusieurs semaines. Mais ce champion au corps d'athlète et au moral d'acier était bien décidé à guérir. Mais normalement, aucune voiture n'est autorisée à suivre une épreuve de triathlon, car c'est la règle. En cas de pépin, les concurrents sont censés se débrouiller seuls. Ce type d'accident ne peut pas exister à l'heure actuelle en France dans le cadre des organisations telles qu'on les vit tous les week-ends. Et on a une réglementation quand même, un type d'organisation qui n'expose pas les coureurs comme ils ont été exposés dans le cadre de cette course. Évidemment, l'athlète n'est pas responsable. En plein effort, il n'a pas à faire attention aux voitures qui le suivent. Et le cycliste, il hors cause puisqu'il est en pleine course et lui, je veux dire, il a la route normalement. Là, il est bien sur la droite. Hein. C'est le véhicule qui vient le faucher. Hein. On voit le véhicule qui vient lui taper le pare-choc, qui vient taper sa roue arrière. Hein. Ça le fait basculer sous la voiture. C'est réellement dangereux d'avoir une voiture à ses fesses. On peut se faire percuter. Suffit qu'on ait un problème mécanique, on est obligé de freiner. Tout de suite, la voiture ne nous voit pas et on se fait rentrer dedans, quoi. Donc automatiquement, on passe sous la voiture comme il s'est trouvé ou on passe dessus la voiture. Mais suivre une course en voiture, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un métier. Philippe Gros est un habitué des épreuves de triathlon, mais aussi des courses cyclistes qui, elles, sont suivies par des voitures. Il nous explique les erreurs commises par le conducteur du 4x4 lors de cette épreuve. Première erreur, bien sûr, être là tout simplement, car c'est interdit. Le véhicule suiveur, bon, puisqu'il y a véhicule suiveur, de toute manière, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude. On ne doit jamais être dans l'axe des coureurs, on doit toujours être décalé de 3/4 pour avoir une meilleure visibilité, pour avoir une marge de sécurité. Et en plus, quand on regarde bien les images, on s'aperçoit que derrière, il y a encore un autre véhicule. Donc là, bon, c'est pour le moins abusif et folklorique. Hein. J'avoue que, bon, pour moi, c'est du jamais vu des situations comme celle-là, heureusement. Hein. C'est miraculé, c'est évident. Hein. Après plusieurs mois de rééducation et un entraînement ultra intensif, Christian Bustos a rejoint la compétition au même niveau. Cet athlète hors du commun a remporté il y a quelques semaines un triathlon très difficile au Canada. Pour le 100e anniversaire de l'Aéroclub de France, branle-bas de combat au cœur de Paris. Le défi était de taille, transformer la plus célèbre avenue du monde en un vaste champ d'aviation, exposer 50 avions au cœur de la capitale. C'est de nuit qu'a eu lieu cette métamorphose des champs. Et si l'acheminement de ces monstres d'acier a été possible, c'est grâce à la Seine. Les péniches se sont transformées en véritables porte-avions, permettant d'amener les appareils jusqu'au pont de l'Alma. Là, à grand renfort de câbles et de harnais, les avions ont été hissés sur le pont et tractés jusqu'à leur place d'exposition. Les noctambules parisiens ont alors croisé d'étranges convois dans les rues de la capitale. Une nuit d'installation pour 17 jours d'exposition, autant dire que l'organisation a été rigoureuse et minutée. Grâce à cette manifestation, produite par Gad Veil et Gérard Fetzer, on a pu célébrer la mémoire des Chevaliers du Ciel. Et oui, du 10 au 27 septembre dernier, ces drôles d'oiseaux mécaniques ont volé la vedette à notre chère Tour Eiffel. 26 juillet 98, près de Calais. En hommage à son grand-père, Louis Blériot Jr. décolle. Très vite, le vol tourne mal. Son grand-père, le voilà, le grand Blériot le jour de son exploit. À un jour près, 89 ans séparent ces images. Le petit-fils du célèbre aviateur tente de réitérer le pari historique qu'avait gagné son grand-père le 25 juillet 1909, traverser la Manche en aéroplane. À l'époque, il s'agissait d'une grande première, 32 km de vol direct au-dessus de la mer. Aujourd'hui, l'exploit devenait hommage.
Le 26 juillet, la météo étant favorable, je suis parti très bonne heure le matin, vers 6h15. Et puis, très vite, après le décollage, au premier virage, les problèmes ont commencé. Et puis, j'ai terminé mon vol dans un étang à proximité immédiate du terrain d'où j'avais décollé. J'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de viser l'eau plutôt que le sol pour endommager le moins possible l'avion. Louis Blériot est déçu mais indemne. Les 2 ailes de l'avion sont brisées et l'hélice cassée. Jean-Claude Cailloux est pilote depuis 50 ans. Il fait partie des rares personnes à avoir réussi cette traversée sur ce type d'appareil. Alors, que s'est-il passé exactement? L'avion est tombé du bon côté, c'est-à-dire ne s'est pas retourné. Et puis le choc a été relativement peu violent, amorti d'une part par l'eau et d'autre part par l'avion lui-même. Ça a résisté souplement, un peu comme une clôture de fil de fer qui résiste et qui laisse un peu de marge au choc. À 54 ans, le petit-fils du grand aviateur devait absolument réaliser sa tentative cette année pour les besoins d'un film commémorant le 90e anniversaire de l'exploit de son illustre aîné. Bien entendu, ce dérapage n'était pas prévu au programme. Heureusement, ces engins si frêles sont en fait plutôt solides. On nous dit souvent « Oh, l'avion a l'air très fragile ». Pas du tout, il n'est pas fragile du tout. Tout est tenu par des câbles qui sont extrêmement puissants. Et l'avion est léger, ce qui limite la casse, évidemment, l'inertie étant plus faible. L'avion pèse 280 kg, vole relativement lentement, ce qui fait que même si on touche le sol un peu dur, le choc n'est pas très violent. Et en fin de compte, ce sont des avions qui sont sains et sûrs. Donc ça, c'est donc un Blériot 11, moteur Anzani de 25 chevaux, donc à 3 cylindres en éventail, et équipé de la cloche Blériot, donc qui est l'ancêtre du manche à balai. 25 chevaux, soit la puissance d'un cyclomoteur, et ça vole. Cet avion, entré dans l'histoire au début du siècle, ne peut dépasser les 60 km/h. Il était en parfait état, l'accident est donc difficile à expliquer, mais le poids de l'histoire est lourd à porter. J'ai eu plus d'atouts que mon grand-père, notamment au niveau des connaissances météo. Et bon, malgré ça n'a pas suffi à assurer le succès de ma tentative. Je crois qu'il était un peu stressé, et moi, à sa place, j'aurais été aussi essayer de marcher dans les pas, si on peut dire, de son grand-père. C'était tellement mythique et tellement extraordinaire. Mais Louis Blériot souhaite réitérer sa tentative dès l'année prochaine. Il envisage même que ses propres enfants portent haut les couleurs de la famille. J'ai 4 fils, effectivement, et j'aimerais qu'il y en ait au moins un qui ait envie de continuer dans cette voie et de perpétuer le souvenir de mon grand-père. J'espère bien qu'il y en aura quand même au moins, peut-être plusieurs, peut-être tous, pourquoi pas. Ce n'est ni un cascadeur, ni un fou du volant. Cet homme, ça pourrait être vous. Chris Akaboussi est journaliste et pour les besoins d'une émission télé, il va se livrer pour la première fois à un exercice de voltige aérienne. Mais avant de se lancer dans les airs, il doit répéter au sol. Ça, c'était mon stage de formation à la marche dans le vent. Pourrais-je le refaire pour de vrai? On verra bien. Après avoir répété ses mouvements des dizaines de fois dans un hangar, Chris va tester ses talents de marcheur dans le vent à 800 mètres au-dessus de la campagne anglaise. Premier exercice, se détacher de l'aile et rentrer dans le cockpit. Comme ça peut paraître facile et pourtant... Tout ce qui se passe quand même avec des avions en l'air comme ça, c'est dangereux parce qu'il suffit quand même de pas grand-chose pour qu'un raté quelque chose, donc une perte de vitesse momentanée qui fait que le gars peut perdre l'équilibre. Et puis là, c'est pas facile de se rattraper, évidemment. Mais l'émission de Chris s'appelle « Batteur de records ». Le journaliste va donc essayer d'en battre un lui-même. Simon Ford, cascadeur professionnel, est perché sur un avion qui vole à côté de celui de Chris à plus de 800 mètres du sol. Quand les appareils atteignent la vitesse de 250 km/h, le pilote de Simon retourne son avion afin de voler à l'envers au-dessus de Chris. Le but est simple, ils doivent joindre leurs mains, mais ils n'ont que 30 secondes avant que l'avion de Simon ne cale. Alors la difficulté, bien sûr, va être de synchroniser les mouvements. D'ailleurs, ils ont raté leur coup. Et comme on ne peut pas persister trop longtemps dans cette position inversée, ça veut dire qu'ils recommencent. Une caméra fixée sur l'aile filme l'instant où l'avion de Simon se positionne. Le pilote s'approche avec précaution pendant que les deux hommes tendent leurs mains. Touché, record battu, mais l'artiste, c'est le pilote. Il suffit d'imaginer deux motards qui sont sur l'autoroute à 250 km/h.
c'est-à-dire presque à pleine vitesse, et puis qui se tiennent par la main. Il faut que les deux appareils soient rigoureusement pareils, et donc il y a le champ des hélices qui sont très proches de l'une de l'autre, mais si l'un reculait, c'est la catastrophe. L'exploit, c'est ça, c'est d'y arriver. Chris Akaboussi a gagné son pari. Il vient de battre un nouveau record, resté 3 secondes accroché au cascadeur en plein vol. Du jamais vu pour un amateur. Non, ce que vous voyez là n'est pas une cascade, mais l'accomplissement d'un rêve un peu fou. Gloucester, en Angleterre. Dave et Jen s'apprêtent à se marier sur une drôle de monture. À cheval? Non, trop banal. L'idée c'est ça, se dire oui en plein vol, installé sur les ailes d'un avion bimoteur. Il fallait y penser. Quelques heures avant le décollage, Jen raconte comment elle s'est laissée convaincre. C'était l'idée de Dave de se marier sur les ailes d'un avion. Quand il est rentré à la maison avec cette idée en tête, j'ai marché pour lui faire plaisir. Et plus nous en parlions, plus ça devenait réel. Et là, nous allons vraiment le faire. Mais trouver un prêtre pour ce genre de cérémonie n'a pas été simple. En cherchant bien, on trouve. Le père Anthony Kelton a accepté de relever le défi. J'ai reçu un drôle de coup de fil d'un ami qui me demandait de faire une cérémonie. Et j'ai dit « Oui, bien sûr, j'adorerais faire ce mariage. » Puis il m'a dit que ce ne serait pas un mariage ordinaire. Décidément, rien n'est banal dans ce mariage, même la robe, ça ne se voit pas, mais elle est lestée de manière à résister au vent. Enfin, leur H est arrivé. Finalement, on n'est pas si nerveux que ça. Attachez chacun un avion, la cérémonie peut commencer. Accrochez-vous, c'est parti. Acceptez-vous, Dave Lawrence, de prendre Jen Harland pour épouse? Oui, je le veux. Acceptez-vous, Jen Harland, de prendre Dave Lawrence pour époux? Oui, je le veux. Dieu vous garde et vous donne la paix. Dave et Jen se sont jurés de célébrer tous leurs anniversaires de mariage de cette façon, enfin, le plus longtemps possible.